Tan Tian. Ça, c'est du chinois. Alors, ça se prononce, vous voyez, ça s'écrit D-A-N, D-I-A-N dans ce qu'on appelle le pinyin, c'est-à-dire l'écriture classique. Aujourd'hui, du chinois. Mais en vérité, ça se prononce Tan comme entre le D et le T, et Tian, c'est comme un T apostrophe, si vous voulez. T-I-E-2-N, si on le faisait à la française, Tan Tian. Littéralement, en chinois, si on regarde les termes, c'est un champ. Tian, c'est le champ, vous voyez, c'est des parcelles de champ, de cinabre. C'est des couches de terre, il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. C'est un minerai, le cinabre. Le cinabre, c'est un sulfure de mercure, un minerai rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment c'est du cinabre. C'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'alchimie. Certaines pratiques mentionnent les trois Tantian, ce qu'on appelle Shang Tantian, Zhong Tantian, Xia Tantian, c'est-à-dire le Tantian du haut, du milieu ou du bas, supérieur, moyen ou inférieur. C'est-à-dire qu'il y a trois zones du corps qui correspondent effectivement soit à une zone qui est en gros au niveau de la tête, entre les sourcils, une autre qui est au niveau du plexus, du cœur, et une troisième qui se trouve, celle dont on va parler, enfin qui est théoriquement on pourrait dire la première, mais parce que ça part du bas, qui se trouve, quand on dit le Tantian sans précision, souvent on fait référence à celui du bas qui est sous l'ombilic, dans la zone sous-ombilicale. Alors, il existe un certain nombre d'interprétations de la signification de ce mot, Tantian. Donc on va essayer de faire le plus simple possible, déjà, à la base. Donc champ, déjà, ça fait référence à un espace. Vous voyez, c'est un champ, c'est pas un point. Donc déjà, on sait qu'on est dans une zone, dans un espace intérieur. Quant au cinabre, ce minerai rouge, donc on le retrouve dans l'alchimie taoïste, ça fait référence à un lieu où se concentre l'énergie et où se produit une transformation. C'est pour ça que l'alchimie, c'est l'art de la transformation, évidemment. Parce qu'en effet, quand vous concentrez l'énergie, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la chaleur, ça produit du feu. Et le feu est de couleur rouge. Et le feu, c'est ce qui permet la transformation. Vous voyez, quand vous cuisinez, si vous mettez des légumes dans l'eau froide, vous pouvez les laisser longtemps dans l'eau froide, elles resteront pareilles. Si vous mettez du feu, elles se transforment. C'est la chaleur qui permet, on parle de foyer en médecine chinoise également, c'est la chaleur qui permet la transformation. On a des brûleurs à l'intérieur du corps, parce que notre corps fait la cuisine. On transforme la nourriture pour fabriquer de l'essence humaine. Ceci est mon corps, disait l'autre. Mais pour ça, il faut avoir du yang, on dit en chinois. Il faut avoir de l'énergie qui fournit de la chaleur. C'est de la thermodynamique. D'ailleurs, enfin, on ne va pas partir dans la médecine ni dans la cuisine, mais simplement, vous voyez, il y a des gens qui... comment je pourrais dire, par exemple, qui font du cholestérol alors qu'ils ne mangent pas gras. Pourquoi? Parce que, si vous faites un plat très gras et que vous faites la vaisselle à l'eau bouillante, même sans mettre de produit, vous dégraissez le plat. Si vous faites, la vaisselle, même si vous n'avez pas fait un plat très gras, mais que vous lavez à l'eau froide, ça reste collant, parce que ça ne brûle pas, le côté graisse. Dans le corps, c'est pareil. Il y a des gens, ils ne brûlent pas bien. Donc, du coup, ils fabriquent des graisses alors qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. Et d'autres, c'est pas juste, mais ils bouffent n'importe quoi, très gras, et puis il n'y a pas de cholestérol, parce qu'ils brûlent tout. Donc, ces brûleurs, c'est important. Ce n'est pas uniquement ce qu'on mange qui compte, c'est aussi comment on transforme. Et pour transformer, il faut du feu. Donc, le cinabre est symbolique du feu. Lorsque l'on mentionne le Tantian sans autre précision, on fait généralement référence effectivement au Tantian inférieur que, par exemple, les Japonais appellent le Hara, cette zone-là, ou que les Indiens, là où les Indiens situent, je crois, le deuxième chakra, le chakra sacré. Après, c'est une autre logique, les chakras, c'est de la lumière. Alors, la matière, l'énergie, la lumière, c'est pas les mêmes niveaux de vibration. Donc, c'est pas forcément
on ne peut pas toujours faire des parallèles systématiques entre les traditions, les théories, parce qu'en fait, elles ne font pas toujours référence au même étage. Mais bref. Donc cet espace intérieur, il correspond à plusieurs choses. Il correspond au centre de gravité du corps humain. Donc ça, c'est le centre, ben voilà, autour duquel tout tourne. Hein. Et puis on a à côté du nombril, qui a été le point de départ de la formation quand même. Et puis c'est le lieu où jaillit un feu, où jaillit la source d'un feu qui est assez mystérieux. Parce que c'est un feu intérieur qui nous a été transmis. Vous voyez, pendant des millénaires, les humains se sont transmis le feu. Une braise pour pouvoir rallumer le feu. Salut Johnny. Et ce feu, cette petite braise qui permet d'allumer un nouveau feu, cet endroit s'appelle en chinois également Mingmen, la porte de la vie. Men, c'est la porte, Ming, c'est la vie. Donc, on a des générations précédentes qui nous ont transmis une énergie qui va pouvoir nous maintenir en vie pendant toute la durée de notre vie. On ne se pose pas souvent cette question. D'ailleurs, cette énergie, donc, en chinois, s'appelle Yuan Qi, l'énergie de l'origine, l'énergie originelle. Y-U-A-N, Yuan Qi. Donc, le Tantien, c'est l'endroit où réside le Yuan Qi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous aviez de la température toute votre vie? Et il faut en produire de l'énergie en permanence pour avoir 37 degrés quelques. Oui. On a un chauffage central, on a une source thermique qui dure toute notre vie. Ce Yuan Qi. Il est ici. Mais il ne doit pas brûler d'un coup. Il faut régler le thermostat, il doit être simplement une source qui permet le début de toutes les activités vitales. Donc les Chinois disent c'est un feu dans l'eau, parce qu'ici c'est la zone de l'eau, c'est la zone des reins. Il y a les liquides qui arrivent là, etc. Bon. Et en fait, on a différentes formes d'énergie dans le corps, mais celle-ci est très particulière parce que elle ressemble à l'énergie que notre mère, la Terre, a également. La Terre, elle produit à chaque saison une nouvelle vie, une nouvelle croissance, un nouveau printemps. Il y a tout qui pousse, qui repart. D'accord ? Pourquoi c'est possible? Parce qu'à l'intérieur, alors il y a le phénomène saisonnier extérieur du ciel, des climats, et à l'intérieur, la Terre, en fait, elle a un magma. Si on faisait une coupe, à l'intérieur, elle a un Yuan Qi, la Terre. Elle a un centre de gravité. Et dans ce centre de gravité, dans ce Tantien de la Terre, il y a un feu énorme, une géothermie. Et donc, en fait, le jour où ce feu s'éteindra, la Terre sera morte à son tour. Elle aussi, elle a une durée de vie, notre grand-mère. Et nous, ce feu-là, il est très puissant quand on est jeune, parce qu'on hérite d'un jeune feu. On est bouillant quand on est jeune. Donc on aime les glaces, on va au sport d'hiver. Mais quand on vieillit, ce feu diminue, la puissance de ce feu. Donc on préfère la Côte d'Azur au sport d'hiver, et on préfère la soupe à la glace, quoi, c'est normal. Parce qu'il faut protéger ce feu, il faut le faire durer un petit peu. Donc, parce que ce feu est la source de l'ensemble des activités métaboliques. C'est celui qui est sous la casserole qui permet justement cette transformation de la nourriture, etc. D'accord ? Et ce feu dans l'eau, il ne faut pas qu'il s'enflamme. Donc il est dans l'eau. Est-ce que ça vous évoque quelque chose du feu dans l'eau ? Est-ce qu'on a, dans les formes d'énergie qu'on a dans le corps humain, enfin, ou dans la nature, mis à part le magma, ça c'est vraiment la nature pour la Terre,
Mais les humains ont reproduit cette forme d'énergie. Ça s'appelle de l'énergie thermonucléaire. Une centrale nucléaire, ben c'est du feu dans l'eau. Vous avez des piles atomiques, vous avez un feu extrêmement puissant qui doit être maintenu à l'intérieur d'une piscine. Parce que si jamais ça sort de l'eau, ben c'est Tchernobyl, c'est Fukushima. Je veux dire, chez les humains, ça s'appelle la Kundalini, qui est la combustion spontanée. Il y a des gens comme ça qui crament d'un coup, parce que ce feu s'ouvre. Et à ce moment-là, ben, ça fait une sorte d'incendie, une forme de combustion. Donc c'est un feu qui doit rester à couvert. C'est une simple braise, qui d'ailleurs, à une certaine étape de la vie, va donner l'envie de transmettre la braise. On va trouver la libido, le désir sexuel, une sorte de pulsion, des chaleurs, si on peut dire, qui donnent envie de transmettre la vie. Et donc forcément, ben, la vie, elle cherche à se reproduire. Donc il y a des pulsions qui viennent, mais parce que c'est poussé par un feu. Ouais. Donc pour contrôler ce feu, il est intéressant d'avoir des pratiques parce que soit ça peut permettre de le contrôler, soit ça peut permettre de souffler sur la braise quand elle est un peu fatiguée. Et il y a des pratiques tantriques, je pense en Extrême-Orient notamment, où vous savez, il y a des gens qui font des formes de méditation comme ça, mais plus dirigées particulièrement, puis qui font fondre la neige autour, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils deviennent des vraies bouillottes à ce moment-là. Donc en fait, vous pouvez jouer, c'est une conséquence de la pratique, c'est pas un but recherché, mais je veux dire, il peut y avoir des modifications métaboliques, fonctionnelles, thermiques, à travers ces pratiques, parce qu'on est en train de jouer avec le feu, en quelque sorte. Mais il faut le faire doucement, il faut le faire de façon contrôlée. Donc ce feu, il décroît avec l'âge, par palier. Et donc, je vous disais, très différent des autres formes d'énergie du corps, mais je fais une toute petite parenthèse pour vous rappeler qu'on a toutes les énergies qu'il y a dans la nature en nous. On a du solaire, on a de l'éolien, on a de la biomasse, on a des énergies renouvelables, des énergies fossiles. On a tout ça dans le corps humain, parce que le corps humain est un produit de la nature, de toute façon. Mais ce feu-là, il est un peu particulier, parce qu'il dure le temps que dure notre petite planète personnelle. Voyez. Donc, il est entretenu par les autres formes d'énergie, comme on recharge une batterie, si vous voulez. Donc, on a une charge de départ, et elle est entretenue par le fait qu'on se nourrit, qu'on respire, qu'on bouge, etc. Enfin, on a d'autres productions d'énergie que celle-ci, bien entendu, mais c'est celle-ci qui est le démarreur qui nous permet d'avoir un début d'activité. C'est aussi pourquoi on se lève rapidement à un certain âge et un peu plus lentement à un autre. C'est pourquoi on cicatrise très vite à un certain âge, on cicatrise plus lentement à un autre. C'est pourquoi une maladie ne va pas impacter de la même façon quand on est dans une phase de croissance de cette énergie, puis quand on est dans la phase décroissance. C'est pourquoi si vous faites une nuit blanche à 20 ans et à 40, le lendemain, c'est pas pareil. Parce que, on sollicite, chaque fois qu'on va devoir sortir le corps d'une certaine ornière ou faire un effort, on va solliciter cette charge d'énergie. Donc, le Tantien, c'est un lieu important puisque c'est lui qui va nous... Voilà, c'est le champ dans lequel se trouve ce feu particulier. Donc, avec l'âge, on va dire en chinois, le yang diminue, parce que la source du yang, qui se situe entre les reins, dans cette zone, diminue. Donc, effectivement, les fonctions vitales ralentissent, ça refroidit un petit peu. Et puis, des fois, il y a ce qu'on appelle en chinois wang yang, c'est-à-dire un échappement du yang. C'est-à-dire une personne peut, si ce feu est trop utilisé alors qu'on est déjà fatigué, par exemple, il peut y avoir un échappement, et à ce moment-là, la personne a une grande transpiration, un grand coup de faiblesse, et en fait, en médecine conventionnelle, on parlerait d'un risque d'arrêt cardiaque, tout simplement. Donc, c'est des états qui évoquent des états apoplectiformes ou des états d'infarctus, des fois, quand le cœur n'arrive plus à faire circuler le sang.
Et ce que je veux dire, c'est que si une personne se refroidit brutalement suite à un effort trop violent, ou si ce feu est mis à mal parce que vous êtes envahi par le froid. Vous voyez des gens qui sont pris dans la neige, par exemple, ou dans l'eau froide qui tombe d'un bateau. Ils ont un certain temps avant que le froid finisse par les gagner et éteindre ce feu. Donc, le yuan-chi qui se trouve dans le Tantien, cette énergie-là, c'est celle qui permet, il ne faut surtout pas éteindre la braise. On peut mettre de l'eau sur un feu, mais si on éteint la braise, ben là c'est fini. Donc par exemple, il y a une technique qui est toute simple, je ne sais pas si ça vous servira, vous ne faites pas forcément des expéditions polaires, mais si vous n'avez pas grand-chose pour vous chauffer, vous voyez, il y a une technique. Vous pouvez par exemple vous mettre à quatre pattes, comme ça. Si vous n'avez qu'une bougie, vous chauffez cette zone du Tantien. Il ne faut pas la mettre si près, là, vous allez vous cramer. J'aurais dû la mettre un peu plus bas. Mais ce que je veux dire, c'est que en médecine chinoise, par exemple, quand une personne a comme ça, devient un peu toute faible et toute froide, une technique de survie, c'est de chauffer le Tantien avec des moxas, vous savez, mais vous prenez ce que vous avez, cigarette ou je ne sais pas quoi, des herbes séchées, et vous chauffez cette zone sous-ombilicale, et vous voyez la personne qui peut reprendre des couleurs, ça c'est bon signe. Voilà, ça peut être une façon d'éviter d'éteindre la veilleuse. Là, par exemple, si vous avez juste un vêtement, une couverture, vous protégez du froid là, et puis vous chauffez. Si vous n'avez pas grand-chose pour chauffer, c'est là qu'il faut chauffer, et ça permet une survie, si vous voulez. Mais si vous restez assis comme ça, avec juste une chandelle devant vous, ça n'aura pas le même effet. Donc, quand vous dirigez votre souffle vers cette zone, si vous le faites simplement, comme on l'a fait tout à l'heure, suivre la respiration, ça n'a pas cette incidence-là. Mais s'il y a un principe de visualisation, ou si on concentre un peu plus son souffle sur cette zone, en fait, c'est comme quand vous soufflez sur une braise, du dedans, pour rallumer un feu. Donc, effectivement, comme les reins sont la source de l'activité aussi, en termes de médecine chinoise, chaque organe nourrit un système tissulaire. Les reins nourrissent le système osseux, et à l'intérieur des os, il y a la moelle qui remonte par la moelle épinière, et là, on a un os plus gros avec plus de moelle dedans. Donc, en fait, les pratiques spirituelles, entre guillemets, sont aussi, on part sur le bas, mais ça nourrit tout un ensemble qui permet effectivement d'activer des mécanismes cognitifs, mémoriels, etc. Donc c'est quelque chose d'important, c'est qu'on active le yang, c'est-à-dire on remet de l'énergie dans tout un système qui permet, à l'arrivée là-haut, l'émission et la réception des informations. Donc c'est, comment dire, le yang, c'est source à la fois de l'énergie dans le corps et de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est une forme d'action, bien sûr. C'est pour ça que vous avez des pratiques de ce genre dans des traditions religieuses. Les moines ont des pratiques comme ça. Alors c'est juste, ça peut être des pratiques juste de silence, de recueillement. Mais si c'est des pratiques plus dirigées, alors là, ça devient des formes de Qigong, si on peut dire, des formes de pratiques tantriques, qui peuvent générer des effets un petit peu différents. Par contre, si on joue, comme je vous disais avec le feu, par des pratiques inappropriées, il peut y avoir des accidents. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans les pratiques qui sollicitent des ressources intérieures, toujours faire des pratiques simples et progressives, de façon à ne pas prendre de risques. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils veulent arriver en hélicoptère au sommet, mais après, ils ne peuvent plus redescendre, quoi. Donc, c'est parfois dangereux. Il y a un autre problème aussi, c'est des fois, c'est de pratiquer sans les maîtriser
plus ou moins simultanément des pratiques qu'on appelle extatiques et des pratiques enstatiques. Vous savez, extase, enstase. C'est-à-dire qu'on a différentes structures à l'intérieur du corps et pour les explorer, il y a des gens qui vont, par exemple, prendre des produits et puis ils vont faire monter certaines choses à l'extérieur, ils vont être un peu comme fous, ils vont faire des voyages, c'est l'âme qui monte dans la conscience, mais il faut revenir après, il faut redescendre. Et puis il y a des pratiques d'enstase de type méditation où c'est la conscience qui part dans le monde de l'âme. Par exemple, il y a des moines qui s'endorment comme ça en méditation, mais en fait ils rentrent dans le sommeil, mais ils se voient rêver. Et donc, ces pratiques-là sont des pratiques qui vont, vous voyez, qui vont vers l'intérieur, donc elles sont moins spectaculaires, mais elles sont moins dangereuses que les pratiques extatiques où on va faire beaucoup de choses, mais on risque d'avoir du mal à se calmer après. Dans les pratiques chamaniques, il y a ce qu'on appelle des garde-fous. Vous savez, des gens autour pour pas que la personne qui est en transe aille mordre telle ou telle personne. Donc voilà, il y a différentes façons d'expérimenter différents niveaux de l'humain, mais les pratiques qui comportent une dimension introspective, méditative, et c'est le cas du Qigong, c'est le cas des arts martiaux, bien sûr, puisqu'il y a des mouvements extérieurs, mais il y a toujours, ça part du dedans, il y a une conscience du dedans. C'est d'abord une pratique de contrôle personnel avant de contrôler l'autre en face. Donc c'est important qu'il y ait cette dimension de partir du centre, de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Victor Hugo disait ça, chose inouïe, c'est du dedans qu'il faut voir le dehors. Nous, on est très dispersés, vous voyez, on est dans un monde de téléphones, d'écrans, de journaux, de radios. On attire votre attention, en plus c'est pour vous foutre les jetons sur tout ce qui peut arriver, donc. Mais en vérité, du dedans, si vous regardez comme ça, en gros ça va bien. Donc il y a une grosse déformation de l'équilibre humain. Au lieu d'œuvrer à notre stabilité intérieure et de fabriquer à partir de cette stabilité intérieure un monde extérieur qui va bien, eh ben on nous exproprie en quelque sorte, on nous interdit en quelque sorte de nous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter notre cœur, d'écouter. Et puis, par contre, restez bien branchés, et inquiétez-vous, et vaccinez-vous. Enfin, ouais. On va s'arrêter là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, de pas combiner des pratiques donc trop... Voilà, de faire un choix, de partir de l'intérieur pour aller faire des choses extérieures. J'ai noté 4 règles qui me semblent importantes à retenir. La première, c'est que les pratiques, les plus simples sont généralement les plus safe, les plus sûres. C'est-à-dire que, vous savez, dans les mouvements, il peut y avoir des choses très complexes. Mais la complexité masque de toute façon ce qui est les imperfections. C'est comme quand on fait des choses vite, on ne voit pas si c'est mal fait. Quand on les fait lentement, on est obligé de les faire bien. Donc la lenteur, l'amplitude, la simplicité, c'est ce qui permet effectivement de s'assurer qu'on garde l'esprit à l'intérieur et qu'on fait les choses correctement, quitte à accélérer ensuite. Mais il faut partir de choses simples et lentes pour aller faire des choses plus rapides et plus compliquées. Ça, c'est une chose plus sûre. Une autre chose importante, c'est de ne pas être pressé, de ne pas griller les étapes. C'est-à-dire que dans les pratiques internes, si on grille les étapes, on risque, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, de se griller soi-même. Une fois, j'étais dans l'avion, j'allais à Montréal faire un cours, et j'étais à côté d'un gars, je ne sais plus, on s'est mis à discuter, il pratiquait, je ne sais plus quelle forme de méditation, Qigong, etc. Il me dit, ouais, mais avec ma méthode, on va plus vite. Vas-y, va plus vite si tu veux, je ne suis pas pressé. Enfin, vous voyez, ce côté, je médite plus vite que toi, quoi. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Donc, l'esprit, c'est un coquin, quoi. Non, il n'y a pas d'urgence, quoi. Il faut faire les choses tranquillement. Un autre élément important, me semble-t-il, c'est que toutes les pratiques internes, les Japonais appellent ça mushotoku, ça veut dire sans but ni esprit de profit. Il ne faut pas que l'esprit veuille atteindre quelque chose à tout prix. Ouais. Parce que là, ça veut dire qu'on est en train de fausser quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, on croit qu'on suit la respiration alors qu'on la dirige. Ouais. Ou on croit qu'on va gagner quelque chose.
un pouvoir, une capacité quelconque. En fait, c'est difficile de faire les choses sans rien attendre, hein, parce que c'est bien, simplement. Mais en fait, c'est important de faire des pratiques parce qu'on se sent bien avec, mais sans autre but particulier dans la tête. En plus, ça me fait penser comme ça, c'était une histoire zen, je crois, c'est un moine qui est en train de méditer, et puis le maître dit « Pourquoi tu médites ?»« Je veux atteindre l'illumination. » Ah. Alors il s'assoit à côté de lui, il prend une tuile, puis il se met à commencer à prendre un caillou, puis il se met à polir la tuile. Donc ça fait du bruit, alors l'autre, qu'est-ce que vous faites? Il dit « Je vais faire un diamant avec la tuile. » Il dit « Vous ne pouvez pas faire un diamant en frottant une tuile. » Il dit « On ne sait jamais, toi tu crois que tu vas atteindre l'illumination, ça c'est ça. » Non, pas d'objectif, parce qu'en fait ça tue l'objectif, quoi. C'est essayer de faire taire l'écho en criant, quoi. Ça ne marche pas. Et il y a même plus que ça, c'est que justement, il y a une expression en chinois, zhuzhou yumo, c'est échappement du feu, pénétration du démon, ça s'appelle, enfin je ne sais pas comment on peut traduire le mot, l'esprit malin, enfin bon. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand on fait des pratiques comme le Qigong, etc., c'est des pratiques de santé, physique, mentale, etc., mais c'est des pratiques qui peuvent avoir d'autres portées à notre insu, qui sont bien. Mais quand c'est pour atteindre ces dons-là, parce que par exemple, dans les pratiques de méditation ou de Qigong, vous pouvez développer des dons de type, kinesthésique. Vous savez, des gens qui, ils vous touchent, ils sentent que vous avez un problème, ou alors ils vont avoir une possibilité de vous soigner, ou ils vont sentir l'eau qui passe, ou on devient électromagnétique soi-même, etc. Ou il y a des gens dans le domaine psychique qui vont avoir des, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, ils vont comprendre des choses, deviner des choses de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est des choses qui sont extrasensorielles, qui ne sont pas normales, mais qui font partie de nous parce qu'on est relié à d'autres niveaux qu'on ne connaît pas, comme les arbres dans une forêt, et du coup, si on développe ces parties tout à fait primaires de nous, par des pratiques elles-mêmes primaires, ça développe parfois des capacités, voilà. Mais comme disait mon vieux professeur, le docteur Léon, il dit des fois, si vous labourez votre champ, vous allez peut-être trouver une pépite. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être le mieux, c'est de remettre la pépite et de continuer de labourer. Sinon, c'est l'histoire du savetier et du financier, pour ceux qui connaissent La Fontaine. Après, on a peur, on la cache, on ne sait plus, il y a les voisins, les jaloux et tout. Donc, en fait, peut-être qu'en pratiquant, on développe des choses, mais il ne faut pas le faire dans le but. Si vous retournez tout le terrain pour trouver, d'ailleurs c'est ce que font les humains, ils déglinguent la forêt pour trouver quelques poussières, voilà. Là vous ravagez le pays, quoi, et vous vous ravagez vous-même. Donc il ne faut jamais pratiquer ça dans des buts de gagner quelque chose, en fait. Parce que, en fait, mentalement, ça dérègle les choses. Et donc, ces pratiques-là, justement, on parlait tout à l'heure de jouer avec le feu, voilà, il ne faut pas faire du tourisme tantrique ou des choses comme ça, c'est juste des pratiques bénéfiques. Et puis, il faut choisir les bonnes pratiques, parce que toutes les pratiques partent de là. Tous les Qigong, puisque c'est votre centre de gravité. Mais tous les Qigong ne conviennent pas à toutes les typologies. Parce qu'il y a des gens qui sont très extravertis. Et pour eux, faire des choses très actives, ce n'est pas un problème. Faire des choses calmes, c'est pénible. Il y en a d'autres, ils sont plus introvertis, plus calmes, plus pépères et tout, et eux, faire des pratiques statiques, alors c'est aucun problème, ils peuvent faire ça longtemps, par contre, quand il faut bouger, c'est plus pénible. Et Chuang Tzu disait, dans la vie, il faut fouetter les derniers moutons. Dans un troupeau, il y a tous les moutons qui avancent, mais ceux qui avancent tout seuls devant, tant mieux, mais c'est ceux de derrière qu'il faut. Et nous, notre problème, c'est qu'on met toujours en avant ce qu'on aime bien, ce qu'on sait faire, puis le reste, voilà. Donc, dans les pratiques, souvent, on va mettre de côté ce qui est moins facile pour nous, mais en fait, comment je pourrais dire ça? Si la pratique n'est pas adaptée, elle va créer des déséquilibres.
On a la même chose en alimentation, ça vous parlera peut-être plus, mais voyez, par exemple, si vous mettez un buffet avec tout ce qu'on veut manger, vous verrez les personnes fortes, rougeaudes, qui vont aller vers le pinard, la viande, puis vous verrez les personnes frileuses, palotes, qui vont aller vers la salade, les fruits, machin. Hein? Ils devraient inverser, mais ils n'ont pas le réflexe. Ils confondent leur penchant et leur instinct. On tombe toujours du côté où on penche. Mais qui dit penchant dit déséquilibre en médecine. Donc c'est un rôle ingrat pour le médecin de dire aux gens qui sont un peu, qui n'aiment pas bouger, dire allez, bouge-toi un peu, voyez, ou alors mange pas trop ceci et cela. Puis les autres dire non mais prends un petit coup de rouge là et puis vous voyez, c'est ça qui est pas facile parce que les gens ils n'ont pas envie, ils comprennent pas, ils disent bah non. Hein, on traite le yin par le yang et le yang par le yin. Donc dans les pratiques, c'est intéressant parce que souvent il y a un panel d'activités qui font que c'est équilibrant du fait que vous faites plusieurs choses. Mais voilà, c'est à l'intérieur des choses que vous faites, il faut tenir compte du fait que ce qu'on est le moins enclin à faire, ça ne veut pas dire que c'est le moins bon pour nous non plus. C'est là où c'est le rôle aussi de ceux qui peuvent encadrer ce genre de pratique, de vous conseiller de faire un peu plus ceci ou cela, ou alors du bon cuisinier qui va vous faire le plat qui est bon pour vous. Il y avait des restaurants dans les temps anciens en Chine comme ça, où selon votre typologie, c'est eux qui choisissaient le menu. Il fallait faire en sorte que vous trouviez ça bon quand même si ce n'était pas votre truc au départ. Donc, cet échappement du feu, là, il est important parce qu'on voit, enfin moi j'ai vu ça des fois dans des pratiques, alors par exemple de méditation, par rapport au Tantien, des gens qui tombent en catalepsie, par exemple. Parce que c'est trop yin comme pratique, quand on est dans une pratique purement méditative, et si quelqu'un a déjà pas beaucoup de yang et déjà yin, enfin en excès, je simplifie à l'extrême, j'en excuse, hein, mais qui sont un peu comme ça, statiques de nature, il y en a, l'esprit se fige et il se retrouve, poum, il tombe, comme je vous le disais tout à l'heure, on est comme une bouteille, poum, la bouteille elle tombe et puis il ne bouge pas, quoi. On les redresse, poum, ils retombent, ils sont figés. Donc eux, il faut sortir, il faut aller marcher, mais il ne faut pas rester comme ça. Parce que là, on va vers la folie tian, ça s'appelle en médecine chinoise. Donc une forme d'aliénation, de blocage de l'esprit. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils essayent de faire une pratique statique en effort, et ils vont sauter comme des diables d'une boîte, ils vont avoir des tics nerveux, ils vont se mettre à crier, parce que c'est trop pour eux d'avoir fait ça d'un coup. Ou il y en a d'autres qui vont, par exemple, il y a le Qigong spontané, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire que vous partez d'une position, puis vous faites un peu ce que vous voulez après. Mais en fait, il y a des gens qui sont déjà un petit peu dans l'exubérance, et quand ils font ça, on se croirait dans une cour d'asile. C'est pas bon pour eux, parce qu'ils vont vers la folie Quang, c'est-à-dire la folie agitée. Donc, il faut se méfier, parce que si on penche trop du côté... Non, si on tombe trop, du côté où on penche, par des pratiques qui nous plaisent, on peut avoir des petites difficultés aussi. D'où l'intérêt de faire un ensemble de choses de façon à être sûr qu'on garde un certain équilibre dans ce qu'on fait. Mais, encore une fois, pour ne pas être déraciné de soi-même, de garder comme ancrage, comme point de départ de toutes nos activités, la conscience que le centre se situe quand même là. Après, Olivier va vous parler d'autres pratiques qui vont à d'autres niveaux, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je voulais vous parler du rez-de-chaussée au départ, déjà. Parce que c'est comme ça qu'on construit la maison, on construit par en bas quand même. J'avais eu un patient, à propos du Tantien, qui était marathonien par exemple, et il m'avait expliqué qu'effectivement, ce qui permettait de faire des grandes distances sans se fatiguer, c'était justement, pour lui, c'était que le centre de gravité du corps soit toujours parallèle à la route. Souvent, vous voyez les gens qui courent comme ça, donc en fait, le centre de gravité, il fait ça. Puis en plus, il tape un peu sur les articulations, etc. Donc lui, on avait l'impression sa façon de courir faisait qu'il y avait moins d'efforts sur les articulations, peut-être un peu plus sur les muscles, mais quand il courait, il faisait cette partie-là faisait une ligne droite. Donc, voilà, dans beaucoup de pratiques, là on a été se compromettre avec la chorale de Riantec, là, et c'était super intéressant pour le chant, par exemple.
le Tantien. Parce qu'effectivement, ça part de là. Sinon, on est coupé tout de suite. Donc, c'est une zone qui, d'un côté, on n'y pense pas forcément, mais de l'autre, c'est une zone qui est essentielle parce que tout part de là, et que quand ça part de là, le reste est plus fluide. C'est aussi la zone de... Comment dire ? Les reins, vous voyez, ici, il y a tous les émonctoires. Hein, donc les selles, les urines, etc. Et donc, il y a besoin d'énergie à la fois pour expulser et pour retenir. C'est deux formes d'énergie différentes, mais il faut de la force dans les deux cas. D'ailleurs, quand on est jeune, on fait le concours à celui qui pisse le plus loin. Enfin, ça, c'est pour les gars. Mais quand on vieillit, on essaye de ne pas finir sur les chaussures, d'accord ? Donc, en fait, le truc, c'est que l'énergie qui se trouve là, quand on voit aussi les pratiques de type périnée pour les femmes, etc., mais on est toujours dans cette zone-là. Les pratiques donc, où on concentre l'énergie, ça permet aussi plus durablement d'avoir, notamment, pour le jet urinaire, l'émission, c'est pas grave, mais par exemple, d'avoir la force de pousser, par exemple pour les selles, parce qu'il y a des constipations qui sont atones par manque de force. Et puis de retenir, parce qu'avec l'âge, des fois, ça devient plus compliqué, on éternue, oups. Donc, parce que le poumon joue un rôle de soufflet, et l'énergie en bas, le Tantien, les reins doivent avoir suffisamment d'énergie pour toujours maintenir. Donc, si on a une pratique où on cultive un petit peu l'énergie à ce niveau-là, voilà, ça, même si, comme je vous disais, fatalement, ça diminuera un jour, mais ça peut quand même faire une différence dans la durée. Qing. J-I-N-G. Ok. Donc, Yuan Qi, c'était cette énergie, je disais, qui se trouve à l'intérieur du Tantien, le Qi de l'origine. Ça, il faut que j'y pense après. Donc, le Qing, en chinois, c'est carrément des balles dans le chinois, là, maintenant. Hop. Qing, ça désigne l'essence. L'essence est une forme d'énergie. C'est ce que vous mettez dans votre voiture. C'est le produit d'un raffinage, l'essence. Ça vient du pétrole. Le pétrole est une énergie fossile. Dans le corps, mais on a maintenant de l'essence bio, je ne sais pas quoi, enfin à base de végétaux. Ça peut aussi former une forme d'énergie. Dans le corps humain, le Qing peut désigner à la fois une essence, donc une essence vraiment, c'est-à-dire de l'énergie sous forme combustible, mais solide. Ça peut être de l'énergie fossile, donc au sens où ça, concrètement, dans l'être humain, ça peut désigner l'ovule, le sperme, le liquide, la moelle osseuse, etc. Des matières profondes fossiles qui sont formées avec le temps, la matière cérébrale, etc. Ou ça peut désigner l'essence du corps, carrément, parce que le corps, en fait, c'est comme Bernard Palissy, c'est-à-dire quand on est malade, on va maigrir, parce que le corps dépense toute son énergie pour lutter et il brûle ses meubles, quoi. Et donc, le corps, c'est quand même une essence, comme un arbre. On parle de l'essence d'un arbre. Donc, l'essence humaine est fabriquée à partir de matières transformées par différentes énergies, qu'on fait la cuisine, etc. D'autres nous permettent d'évacuer ce dont on n'a pas besoin. Mais, le Qing, c'est une essence. Qing Qi en chinois, ça veut dire l'énergie tirée par l'essence. Quand vous brûlez de l'essence, ça fait de l'énergie. Donc, le Yuan Qi, comment je pourrais dire, c'est ce qui... les deux sont situés dans cette zone du Tantien. Le Yuan Qi, c'est le côté, je dirais, c'est l'allumette, et ça, c'est le tas de bois. C'est-à-dire, c'est la partie combustible, parce que, oui, il faut une source thermique, et il faut qu'à dose respectable, respectueuse, elle consume une petite partie de notre essence progressivement. À propos de Qi, parce que
je peux peut-être vous préciser, justement, puisqu'on parle d'énergie depuis un moment. Donc, et ça c'est valable pour toutes les formes d'énergie, c'est que l'idéogramme est intéressant. Ça c'est Qi en chinois. Et en fait, celui-là, du haut, au départ, ça représente la vapeur. Et ça, c'était la botte de riz. Vous voyez, ça représentait une botte de riz. Ça, c'est mi, c'est le riz. Donc, en fait, le mot qi, que des fois on se demande comment il faut le traduire, etc., en fait, en chinois, c'est la vapeur qui se dégage du riz quand on le fait cuire. Pourquoi ? Parce que ils se sont rendus compte que vous mettez du riz à cuire, et puis il y a le couvercle qui se soulève. Il y a une force invisible qui est capable de soulever un couvercle. D'ailleurs, ça déplace aussi une locomotive. Au départ, la vapeur, c'est une des formes d'énergie. Donc, en fait, on a une partie physique, matérielle, et une partie immatérielle, et c'est la rencontre des deux, le côté ciel et terre, qui donne l'énergie. On a la même chose avec le rayonnement solaire, la Terre, et puis on a la formation de l'atmosphère. Ben nous, dans le corps, on a aussi l'esprit, on a le corps, et puis on a de l'énergie entre les deux. Et ça, c'est Qi. Après, cette énergie, elle prend différentes formes, dont le Yuan Qi, qui est celle qu'on nous a transmise. Donc ça, c'est vraiment notre batterie, hein, qu'on peut, mais il faut, faut prendre soin de la batterie, mais de tout le reste aussi, évidemment. Parce que c'est à la fois l'énergie, c'est le produit de ce qui nous compose, et puis c'est le lien qui permet que tout ce qui nous compose reste ensemble. Parce que quand cette énergie vient à se disperser, évidemment, les différents agrégats qui forment l'être humain se dispersent à leur tour. Le problème, c'est que chez nous, c'est souvent manichéen, c'est-à-dire où on fait rien, ou alors on décide de faire beaucoup. Et du coup, c'est blanc ou noir. Mais c'est juste pas comme ça. On est toujours dans des notions d'équilibre. Donc, un moteur qui tourne trop, s'use. Un moteur qui ne tourne pas, s'use. C'est-à-dire que l'inactivité, comme dirait monsieur, comment il s'appelait, le chanteur, Salvador, hein, travail c'est la santé, et puis rien faire c'est la conserver. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'une activité, et ça c'est tout l'intérêt du Qigong, parce que c'est une activité, mais ce n'est pas un effort. Le sport, souvent, c'est un effort. Donc le problème, c'est que, je le vois en consultation, les patients qui font du sport de haut niveau, ils grillent leur cartouche plus vite. Alors, ils ont une médaille. Mais voilà. Après, le problème, c'est que, tu sais bien, à 35 ans, tu es vétéran en sport, quoi. La vie ne s'arrête pas à 35 ans. Donc... si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut garder une activité proportionnelle à la phase de vie qu'on a. Il est normal d'avoir envie de faire des choses peut-être plus dynamiques. Un certain, là, il y a une association de Qigong, mais vous voyez qu'on a quand même un peu plus de tête blanche. C'est-à-dire qu'on peut concevoir que dans la vingtaine, tu as envie de courir un peu plus vite et que tu dis c'est normal. Mais très rapidement, puisque je vous dis qu'à partir d'assez tôt, on est déjà vétéran en sport, effectivement, on s'aperçoit qu'on a envie de faire des choses, mais pas la compétition, le jeu ou simplement l'entretien. Parce que, Après, il y a des gens différents, il y a des personnes pour qui la norme va être très différente d'autres parce qu'elles ont des capacités qui ne sont pas les mêmes. Bon, ça ne se discute pas trop. Donc, on a envie d'exploiter notre potentiel, quel qu'il soit. Mais l'exploiter sans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire sans l'éroder, sans l'épuiser, quoi. Donc, le sport, c'est une étape de la vie qui permet le développement du corps. Donc, je dirais, voilà, on est ado, jeune adulte, on va avoir des activités physiques parce que c'est important. Et puis, après, c'est plutôt entretenir le véhicule correctement pour être, comme ils disent chez Renault, une occasion or, tu vois. Continuer de fonctionner, un peu moins vite, mais moi, c'est une chose que je trouve toujours intéressante de voir qu'il y a des véhicules donc, du siècle dernier qui roulent toujours. Vous voyez, les dimanches, là,
les belles voitures, pépère, elles roulent tranquilles, mais elles continuent de rouler. Puis il y en a des beaucoup plus récentes qui sont déjà à la casse. Donc c'est une question d'entretien, mais ce n'est pas des voitures qui restent tout le temps au garage, et ce n'est pas des voitures qui sont sur les circuits. Donc il faut trouver ce rythme en fonction de nos dispositions personnelles pour chacun. Et effectivement, après, c'est les cours de conduite, mais là, on en parlait, c'est-à-dire comment aussi respecter le véhicule qu'on a, le connaître un petit peu. Donc, on a tendance chez nous à diaboliser ou à encenser telle activité, tel aliment, telle façon de faire. Tantôt on dit c'est bien, c'est pas bien, on ne sait plus après. Est-ce que le lait c'est bon, le pain c'est bon, le vin c'est bon, c'est pas bon, l'exercice c'est bon, c'est pas bon, le sport c'est... En fait, le problème c'est qu'on voudrait des terribles simplifications pour tout, mais non, tout est nuance, évidemment. Hein, de tout un peu, c'est ce que disait Épicure pour la nourriture, mais on pourrait le dire pour tout le reste. Donc... Encore une fois, il faut fouetter les derniers moutons. C'est-à-dire que j'ai des patients passés de la cuisine au salon, à la télé, et puis ensuite retourner au lit, c'est à peu près le seul sport qu'ils font. Donc eux, je leur dis de faire une demi-heure de marche par jour. Pour eux, c'est comme si je leur demandais de faire le K2 par la face nord, quoi. Enfin, tout est relatif. Donc il faut partir des capacités de la personne pour l'amener petit à petit à quelque chose. Là, je parle sur le plan thérapeutique. Mais soi-même, si on prend conscience, il y a un monsieur comme ça, il avait fait du sport étant jeune. Et puis avec son fils, il a voulu faire un 100 mètres sur la plage. Il a fini le 100 mètres à l'hôpital parce qu'il s'est fait un blocage cardiaque, parce que 20 ans après, il s'est dit « Oh, je peux encore le... » Non, parce que pendant 20 ans, tu n'as rien fait, donc ça ne marche plus pareil. Si vous redémarrez un moteur qui n'a pas tourné pendant longtemps, il risque de se coincer. Donc, question d'échauffement. Vous voyez, on s'échauffe plus quand on est plus âgé, c'est normal puisqu'on est plus froid. Bon, je me suis éloigné un peu du Tantien parce qu'on parle de la production d'énergie ensuite, de l'ensemble, mais voilà, tout ça c'est relié évidemment. On parle aussi parfois du feu du cœur, en médecine chinoise notamment. En fait, le feu, c'est comme ça. Il y a trois formes, si on peut dire, ou trois conséquences du feu. Vous avez la braise, ça c'est celle des reins. Puis à partir de la braise, il y a de la combustion et il y a des flammes qui montent. Ça c'est le feu dit du foie, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aussi le feu ministre en médecine chinoise. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est ascendant, c'est une chaleur ascendante. Et le feu, c'est vasodilatateur, donc ça peut pousser les vaisseaux, ça peut augmenter la pression artérielle, etc. Et puis le feu, il ne faut pas l'oublier, ça éclaire. C'est le principe d'une bougie. Dans le temps, c'était le seul moyen de s'éclairer. Et d'ailleurs, c'est encore une forme de feu qui éclaire là. C'est chaud. Donc, ça, c'est le feu du cœur. Le feu physiologique, le feu normal, je ne parle pas d'un feu pathologique, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que ça, c'est pas de la pathologie, tout ça, c'est ce qu'on a en nous. D'accord ? Le cœur, pour un cardiologue, c'est une pompe. Mais si vous allez à l'église à côté, je ne sais pas à côté s'il y a ça, mais vous verrez une lampe. Vous verrez un soleil ici, le cœur de Jésus. Vous allez au Sacré-Cœur, vous allez dans plein d'églises, vous allez voir, ici, c'est une lampe, c'est comme E.T., il y a de la lumière là. Donc c'est aussi une lampe, c'est-à-dire le feu, ça éclaire. Du point de vue chinois, le cœur représente, symboliquement correspond au soleil et à ses rayons, système cardiovasculaire. Donc, en fait, il y a un phénomène de rayonnement, d'irradiation. Alors oui, il y a le sang, mais ça, c'est le support de l'esprit. Vous savez, Hippocrate, se faire du mauvais sang, etc. Mais il y a un rayonnement. On parle avec le cœur. Tu me fends le cœur. Enfin, le cœur, c'est l'organe qui incarne, en quelque sorte, la conscience. Donc, le feu du cœur, c'est quelque chose qui rayonne. Et c'est pour ça, ça part aussi. C'est pour ça que dans les pratiques
par exemple, dont je parlais au début, du Tantien, les gens se concentrent là, parce que c'est à partir du moment où vous soufflez sur la braise que les flammes augmentent, et c'est à partir de ce moment-là que l'esprit peut rayonner. On ne peut pas vouloir faire travailler l'un en éteignant l'autre. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que, parce que chez nous, on rattache l'esprit plutôt au cerveau, hein, la production d'activité mentale. Mais le cerveau, en fait, c'est un ordinateur, c'est tout. C'est-à-dire, c'est un support d'activité. En fait, dans la médecine chinoise, le cerveau, symboliquement, correspond à la lune. Et le cœur au soleil. Mais la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit la lumière du soleil. Mais elle n'éclaire pas par elle-même. Donc, en fait, d'ailleurs, ordinateur en chinois se dit Tian Nao. Tian Nao, c'est le cerveau, Tian, c'est l'électricité. Cerveau électrique. Un ordi, c'est vraiment, fonctionne sur le même mode que si c'est. Enfin voilà, il y a plein de parallèles à faire entre l'informatique et les neurosciences. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que chez nous, on prend l'ordinateur comme l'origine de l'intelligence. Alors qu'en fait, l'ordi, c'est juste un appareil, quoi. Mais les logiciels, ils sont en dessous. C'est les organes qui éclairent tout ça. Donc, en fait, c'est la différence entre l'intelligence froide. Vous voyez, la lumière de la Lune est une lumière froide. La lumière du cœur est une lumière chaude. Donc, quand vous dites quelque chose avec le cœur, c'est pas pareil que quand vous le dites juste avec la tête. Donc, effectivement, il faut... voilà, ces différents feux se complètent. Après, il y a feu du cœur au sens pathologique, feu des reins, feu du foie, c'est des noms aussi de pathologie en médecine chinoise. Ça, c'est voilà, c'est d'autres choses. Ça crame trop, enfin... C'est des conséquences, par exemple, je vous disais, de feu qui monte. Vous faites un zona, c'est un feu du foie, en médecine chinoise. Vous avez des flammes qui montent, rouges, qui brûlent sur la peau. Et donc, après, on rentre dans tout un univers d'analogie entre ce qui se passe dans la nature et dans l'être humain, mais bon. Donc, voilà, là, pour l'instant, on était dans cette notion de Tantien, mais oui, et d'ailleurs, peut-être ça va être évoqué parce qu'on a d'autres Tantiens, qui sont d'autres centres d'énergie, qui se travaillent encore par d'autres moyens. Enfin, voilà, moi je tenais à développer celui-ci parce que, voilà, c'était une source. Et puis, mais effectivement, enfin, je ne sais pas si dans ce à quoi tu penses, ça fait référence à ça, mais il y a cette idée que le cœur, c'est du feu comme le soleil, c'est du feu. Alors oui, le lien entre le cœur et les reins aussi, par contre, c'est qu'effectivement, ceci mis à part, là on parle que des différentes formes de feu, mais si on parle d'éléments en médecine chinoise, les reins, on disait, sont liés à l'eau, et il faut un équilibre entre l'eau et le feu dans le corps. On dit que pour être en bonne santé, par exemple, il faut avoir la tête au frais et les pieds au chaud, parce que la chaleur, normalement, ça monte, le froid, ça descend. Si on a une bonne circulation, il faut qu'il y ait un bon refroidissement en haut, et puis que ce soit bien, qu'on n'ait pas froid aux pieds tout le temps. Donc, des fois, c'est juste parce que ça ne circule pas bien que ça sépare anormalement le froid et le chaud. Donc les reins, c'est plutôt lié au froid, à l'eau, et le cœur est plutôt lié à la chaleur, au feu. Et donc normalement, l'un doit réchauffer l'autre et l'autre doit refroidir. Enfin voilà, il doit y avoir un échange, et d'autres organes permettent aussi cet échange. Enfin voilà, c'est un jeu de famille. Tout ça, ça doit travailler ensemble. Donc après, il y a des pratiques pour nourrir telle ou telle chose. Parce que c'est l'intérêt du Qigong, c'est que vous pouvez renforcer tel ou tel aspect de la physiologie, mais ça suppose déjà un diagnostic. Parce que si vous êtes déjà, disons, émotif, vous rougissez facilement, puis que vous faites des pratiques pour développer le feu du cœur, c'est pas bon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça retombe sur le côté, on tombe du côté où on penche. Donc, si on entretient notre santé générale par un ensemble d'exercices, c'est une chose. Faire des exercices spécifiques pour traiter une pathologie, là, on est dans la médecine, dans l'usage du Qigong à but médical, où on va prescrire un exercice à telle personne, mais pas à telle autre, parce que l'autre n'a pas du tout besoin de faire ça. Ça, c'est comme l'ergothérapie et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, on peut donner des conseils différents à des gens différents pour des raisons différentes, mais on ne fera pas faire tout
à tout le monde, parce qu'il y a des gens, on voit que pour eux, c'est un peu contre-indiqué. Bon, il y en a, de toute façon, ils ne peuvent pas physiquement, ils vont dire, ah non, c'est... Donc ne pas pouvoir, c'est autre chose, mais ne pas aimer, c'est encore différent. Tai Chi Chuan, c'est donc c'est un art martial. Tai Chi, c'est la grande poutre, littéralement en chinois, c'est un. Donc, à travers des mouvements d'avance, de recul, etc., tu dois arriver à trouver une unité dans tout ce qui est antagoniste. Le corps est fait d'antagonisme, mais il faut retrouver une unité grâce au jeu des antagonismes. Et une fois que tu l'as retrouvé, il faut pouvoir retrouver cette unité vis-à-vis de quelqu'un d'autre avec qui, au départ, il y a un antagonisme. Donc, un art martial, ça veut dire je me contrôle moi-même, et puis après, j'arrive à englober une situation qui implique quelqu'un d'autre. Donc, ça, en fait, la base d'un art martial, c'est une forme de Qigong au départ, puisqu'il faut déjà arriver à maîtriser son propre fonctionnement. On ne peut pas contrôler quelqu'un d'autre si on ne se contrôle pas soi-même, quoi, en gros. Donc, forcément, il y a les mêmes choses, mais le Tai Chi Chuan n'est pas une indication thérapeutique. On se limite en tout cas au terme Qigong. Après, les mouvements peuvent être les mêmes. Disons, ce sont des pratiques qui sont quand même où il est difficile de rendre malade quelqu'un. C'est plutôt bénéfique d'une façon générale. Parce que c'est caractérisé justement par une attention à ce qu'on fait, par une certaine amplitude. C'est fait de telle manière que c'est difficile de se blesser avec ça. Maintenant, que ça traite un problème, ou que ce soit bénéfique, c'est encore un petit peu différent. Mais c'est primum non nocere en tout cas. Ce n'est pas des pratiques généralement dangereuses. Elles peuvent l'être dans la durée, dans l'intensité, ou dans certaines postures par rapport à certaines personnes. Mais, comme je disais, parce qu'il y a du contrôle dedans. Si on fait du Qigong spontané, il n'y a pas de contrôle. Donc là, il peut y avoir un danger. Mais dans une pratique comme le Tai Chi, c'est quand même, on répète, quoi. Il y a des gammes. Donc on peut s'exprimer à travers, c'est comme de la musique ou de la danse, de toute façon, quelque part. C'est quoi la différence, parfois? Vous savez, dans le Qigong, on considère qu'il y a 3 paramètres importants. La posture ou le mouvement, la respiration, le souffle, et l'attention. Si tu fais de la pétanque, tu fais peut-être du Qigong. Est-ce que c'est un Qigong qui te correspond? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la posture, il y a le souffle, il y a l'attention, tu vois ce que je veux dire? Tu fais du tir à l'arc, tu fais ceci, cela. Il y a plein de choses qui sont du Qigong, comme M. Jourdain peut-être faisait de la prose sans le savoir. Peut-être des fois on fait du Qigong sans le savoir, par une pratique qui nous absorbe, où on est attentif à ce qu'on fait. Après, voilà, quand c'est franchement le Qigong, on sait pourquoi on le fait, comment on le fait, mais il y a des choses qui peuvent être ludiques et qui peuvent être Qigong-like, je dirais, et c'est là où c'est intéressant de trouver une activité qui est compatible avec, avec ce qu'on aime faire, quoi. Parce que, pareil, vous prenez un type qui pêche, là, médite, hein. Sauf que, il n'est pas attentif à sa respiration, il est juste, Mais il suffirait de rajouter 2-3 choses pour que ça devienne un Qigong, peut-être. C'est ça qui est intéressant, des fois, c'est de séparer aussi l'emballage du contenu et de voir qu'il y a des pratiques qui peuvent être... Là, je vois pour des patients, si on leur dit de faire du Qigong, de se mettre en kimono, ils vont dire « Oh !» Mais par contre, si on cherche quelque chose de type d'activité qui puisse les intéresser et on sait que ça va être bon pour eux, et ils feront un peu du Qigong quand même, on va dire. Mais non, le Qigong, c'est vraiment... je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait des petits tours en Chine, mais effectivement, on voit des personnes âgées, voire très âgées, qui tous les matins font des pratiques comme ça, Qigong, Tai Chi, des choses comme ça. Et dans toute l'Asie, pas que la Chine. Et effectivement, vous voyez la souplesse qu'ils ont à l'âge qu'ils ont, et nous, à 50 ans, on veut vous vendre un truc pour monter à l'étage électrique, quoi. Donc, j'ai un patient comme ça, il s'est fait avoir, il a acheté une chaise pour monter à l'étage,
au lieu d'utiliser ses escaliers pour faire un peu de... Puis en haut, il fait du vélo d'appartement. Il y a de tout, hein. Bon, ça fait... il est tombé sur 2 bons vendeurs, quoi. Mais non, faut profiter de ce qu'on a pour faire des pratiques, quelque part. Non, on a fait des soins, avec Philippe aussi, on a fait des soins à Dharamsala, en Inde du Nord, pour les réfugiés tibétains. Et la maison pour personnes âgées, les types, ils grimpent comme des chèvres, ils viennent, ils se prennent ils viennent se faire soigner. Alors, ils sont pétés, hein, ils sont vieux et tout, mais ils viennent, quoi, se faire soigner, et ils prennent des trucs que nous, on est soufflés quand on... Et puis ici, tout le monde rêve de plein pied. Ouais, c'est bien, plein pied, mais ce que je veux dire, faut pas avoir peur de bouger un peu aussi, quoi. Ouais. On a tellement peur qu'on anticipe tout, mais voyez bien, dans le monde où on est, je ne veux pas changer de sujet, mais non, il faut, c'est bien de bouger, et puis on peut les monter doucement, les marches. Bon, c'est dangereux, donc il faut faire ça doucement, raison de plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... faut pas rien faire, c'est pas la conserver si on travaille jamais. Vous voyez. Donc, mais il y a plein de, il y a plein de pratiques que l'on peut faire dans sa vie quotidienne, entre aller marcher, chercher quelque chose, faire un peu de vélo, mais rester debout, faire la cuisine, travailler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de la conscience que vous mettez dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, on n'est pas obligé de exclusivement aller faire quelque chose de spécifique, de dire, bon, là, j'ai la vie d'un côté, puis j'ai le Qigong de l'autre. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est quand ça déteint. C'est pareil, on fait un peu de méditation parfois pour les gens qui se forment en médecine chinoise, parce qu'il faut être capable de faire le silence à l'intérieur si on veut entendre les autres. Mais les gens, au départ, ils amènent leurs problèmes dans la méditation, enfin leur vie, dans leur vie quotidienne, ils amènent tous leurs trucs, puis ils repartent, ils ramènent la méditation dans leur vie quotidienne, quoi. Il faut utiliser ça dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est intéressant. Oui ? Quel conseil pour activer pour travailler cette partie-là? Comme je disais, ça dépend de la personne. Par exemple, au Japon, ils sont comme ça. Ils ont une pratique méditative le permet, évidemment, mais tout le monde n'a pas envie de rester sur un coussin sans bouger. Après, parce que c'est ce qu'on appelle une voie abrupte, de pratiquer comme ça, mais de façon inerte, parce que là, on est à l'intérieur, le Tantien, c'est dedans, c'est pas à l'extérieur. Mais, par exemple, dans ces pratiques-là, après, il y a de la marche. Donc la marche est une pratique qui permet de travailler le Tantien. Et la marche, il n'y a rien de plus facile. Après, il y a 3 types de marches en médecine chinoise. Il y a ce qu'on appelle la marche, je vais vous passer les termes chinois, mais la marche pas à pas. Et c'est celle-là qui permet de travailler le Tantien. C'est-à-dire, en fait, où les jambes font un angle pas grand, quoi. Après, il y a la marche dite manipulée, c'est-à-dire on fait des enjambées plus grandes. Ça, c'est quand le marcheur, quoi, qui dit, j'ai de la route, il faut que j'avance. Puis après, il y a la course, où là, vous voyez, c'est comme les trois allures du cheval, quoi. Hein. Donc, c'est le pas qui va être... qui permet la pratique d'une Tantien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire du Qigong sans le savoir, mais quand on est vraiment âgé et qu'on est assis sur un banc sans bouger, et que on ne s'occupe plus trop des choses, mais qu'on est un petit peu absorbé sur l'intérieur, c'est un petit peu de la méditation. Et puis quand on voit des personnes qui marchent comme ça, qui se promènent simplement, et puis qui ne sont pas justement physiquement capables de courir de toute façon, tout naturellement, elle commence à s'intéresser à commencer à l'intérieur parce qu'elle ne veut pas tomber. Donc en fait, on est condamné à finir par faire du Qigong, si j'ose dire. Hein? Mais en plus, vous voyez, avec l'âge, la vision, l'audition sont moins bons. Donc on s'aperçoit que nos capteurs pour percevoir le monde réduisent. Donc peut-être la nature nous dit, vas-y, regarde dedans maintenant.
Parce que ton escape game, à la fin, il va être par l'intérieur. Donc, voilà. Mais, oui, je reviens là-dessus, c'est que par exemple, au Japon, il y a... si vous pratiquez du tir à l'arc, ils vont vous dire, voilà, il faudra t'occuper d'ici, c'est de là que ça part, la flèche. Si vous faites de la calligraphie, ils vont dire, c'est de là que ça part, le dessin. Si vous faites de l'arrangement floral, c'est de là que ça... Tu vois. Donc en fait, on peut choisir des choses, mais si c'est... il faut que ça corresponde aux besoins, mais il y a plein de pratiques où on unit l'attention et le physique, et où le Tantien est de toute façon le point de départ de ce qu'on va faire. Et je pense que dès que vous avez des gens qui maîtrisent un domaine, ils vous parlent de cette zone-là. On a fait des trucs de chant tout de suite, il bougeait là, bah oui, d'accord. Mais nous, on part sur autre chose à chaque fois. Mais en fait, on n'est pas très... Vous voyez, le mythe, chez nous, c'est Tarzan quand même. Et quand vous prenez des Asiatiques en photo, ils sont comme ça, parce que eux, ils veulent montrer qu'ils sont stables, c'est des montagnes. Donc nous, on dit, bon, ils sont... Mais en fait, le poumon, il est comme ça, il n'est pas dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le centre de gravité, effectivement, il doit redescendre un peu plus. Et pour revenir à ta question, objectivement, la marche, c'est super, parce qu'il n'y a pas besoin de suivre des cours de marche tellement. Mais ça fait travailler le corps, on peut le faire en détente, mais c'est la base aussi du Qigong, c'est de la marche. Après, on peut l'habiller plus ou moins, le faire plus ou moins lentement, développer des branches qui font des choses différentes, etc. Ça devient une forme de danse. Plus il y a une complexité qui s'ajoute, plus il y a une attention qui doit se mettre. Ça peut évoluer en martial, c'est-à-dire en plus empêcher des choses, mais voilà, tout ça c'est une évolution naturelle qui commence peut-être en balayant la cour, ouais. Il y a aussi le bateau, par exemple. Tu te mets sur un bateau, là, ici, c'est top. Tu vois, parce que là, si le centre de gravité, si tu ne le trouves pas, tu es tout obligé de c'est pas une main pour toi, une main pour le bateau, c'est deux mains pour le bateau. Hein. Tu vois. Il y a le longe-côte. Tu descends un tout petit peu, dans l'eau, et c'est de là que ça part. Sinon, tu nages. C'est bien aussi. Mais plus longe-côte que natation, du coup, pour travailler le Tantien. Donc, ça pourrait être intéressant de se dire, voilà, c'est mon souffle et c'est mon Tantien qui font les choses. Quand je fais quelque chose. Comme ça calmerait un petit peu les pensées. Et puis, on sait qu'on aura un engagement de l'ensemble du corps à partir de son centre, dans tout ce qui est fait. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est ce qui s'appelle parfois la voie abrupte. Parce que là, tu n'as rien d'autre à faire, donc là, tu y vas directement, effectivement. Mais pour beaucoup, c'est difficile de rien faire, de faire rien, plus exactement. Parce qu'on fait quelque chose, du coup. Parce que pour les gens qui ont déjà pratiqué ce genre de choses, de méditation, nous, par exemple, quand on fait quelque chose comme ça, un stage comme ça, c'est 10 heures par jour. C'est-à-dire que c'est un phénomène de décantation, la méditation. Donc, il y a un facteur temps. Là, on l'a fait que 10 minutes parce que je ne voulais pas, voilà. Bon. Mais c'est un facteur temps, normalement, parce que l'esprit met du temps à se calmer, à se poser. Très agité par nature. Donc, la durée d'une méditation doit avoir une certaine longueur. On peut l'intercaler avec un peu de mouvement parce qu'on n'est pas fait pour être inerte tout le temps, mais des choses en lenteur, avec attention, une méditation dans l'action. On retourne s'asseoir et ça dure 10 heures. Et c'est ce que font les moines quand ils font des retraites. Et ça dure une semaine, comme ça. Parce que c'est une décantation. Et la décantation, c'est le contraire de l'incantation. Donc effectivement, ça permet d'aller vers cette zone, mais je vous disais,
quand vous faites ça durablement, à partir de cette zone, vous apercevez que ce n'est pas une zone fermée. Quand vous allez au milieu, sur le moyeu, il y a toute la roue qui tourne. Donc en fait, ça donne une certaine liberté dans ce qu'on fait après. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est un moyen assez rapide, si on est pressé d'arriver au truc, mais il faut que ça puisse correspondre. Enfin, le problème, c'est qu'on n'a pas tellement un mode de vie qui favorise de s'asseoir plusieurs heures par jour sans rien faire. Donc, il est plus facile de mettre des pratiques dans la vie quotidienne tout en allant marcher, en se disant, au lieu de filer chercher le pain à toute berzingue, je fais un qigong pour aller chercher le pain. Tu vois, c'est plus de transformer les choses. Par exemple, je suis en voiture, il y a un feu rouge, c'est pour moi. Je me détends, je respire, je souris. Quand c'est vert, allez, je repars. Mais du coup, on m'a offert une pratique. Il y a aussi la méditation du téléphone. C'est-à-dire que, et dans les monastères, tu as des cloches, tu as des gongs, des trucs qui te rappellent à toi qu'il faut faire des choses. Ah oui, il y a ça à faire. Bon. Là, c'est pareil, sauf que c'est le téléphone qui sonne. Vous mettez une sonnerie traditionnelle. Première sonnerie, je me détends. Deuxième sonnerie, je respire, je pense au Tantien. Troisième sonnerie, je souris, je ne sais pas quoi. Et puis quatrième, allô. C'est pour la personne, mais il y en a 3 pour vous. Dans ce cas-là, vous transformez un signal de stress en signal de méditation et de détente. C'est à vous d'utiliser les choses de la vie pour pouvoir pratiquer, mais c'est difficile de ne pas être assailli par... voilà, donc, mais on peut transformer tous ces signaux. En fait, ça peut être des choses qu'on peut utiliser pour soi. Après, oui, voilà, si vous avez le temps de... Je dirais, le minimum, c'est ça, 20 minutes, une demi-heure. En fait, idéalement, si on a une hygiène de vie, qu'on a du temps pour soi, c'est de faire du qigong. Enfin, perso, je trouve, le matin, c'est le début du yang. Et on le voit bien en Chine, etc., dans les jardins, c'est au petit matin que les gens se mettent en mouvement. Le qigong, le matin, ça vous met du yang pour la journée. Et le soir, l'esprit va retourner à l'intérieur. Donc la méditation, ça permet de préparer aussi la deuxième moitié du jour, si on peut dire. Et c'est important parce qu'à la fin du jour, du grand jour de votre vie, c'est pareil. L'esprit va aller, et donc voilà, c'est pour ça aussi que les moines s'entraînent aussi à mourir en méditation, mais ça c'est une autre histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu tous la question, mais il y a des moments où on a beaucoup plus d'énergie, c'est ça, ou trop, et puis des fois pas assez, on se traîne. Alors déjà, c'est normal. Enfin, il faut savoir qu'on n'est pas forcément censé avoir toujours le même niveau d'énergie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes où on en a moins et il faut les respecter. C'est comme les côtes et les descentes, quoi. Et puis d'autres où on en a plus. Il ne faut pas que ça devienne évidemment bipolaire, mais comment dire, il peut y avoir des variations. Après, si c'est, comment dire, il y a des gens, par exemple, qui sont plus fatigués à certaines périodes, puis il y a les saisons, tout ça, où ils dorment plus. Regardez la durée des jours et des nuits en fonction de l'été et l'hiver. Voilà. Nous, on travaille en été alors que les jours sont longs, et puis on se repose... on se repose en été alors que les jours sont longs, puis on travaille en hiver alors qu'il fait nuit au lever, au coucher. Donc on se déphase aussi. Donc c'est pas toujours étonnant aussi de se traîner à certains moments, etc. Donc est-ce qu'on est en phase avec des rythmes ? Est-ce que c'est pour une raison sociale, pour le boulot par exemple, donc je prends des pilules parce qu'il faut que je parte au travail, ou parce qu'il faut que je dorme parce que demain j'ai un truc important, alors que si j'avais rien demain je pourrais dormir puis je m'en fous. Donc jusqu'où on se martyrise pour être au diapason d'une société qui n'est pas forcément elle-même en bonne santé? Tout ça, c'est des questions. Je ne peux pas répondre sans savoir à qui j'ai affaire et dans quel contexte il est. Une chose est sûre pour moi, c'est que prendre des médicaments pour se booster ou pour se calmer, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas à un autre niveau. Mais... de toute façon, quand on est dans des variations comme ça, raison de plus pour ne pas perdre comme l'autre qui courait tout droit, pour ne pas perdre cette partie-là. Parce qu'on peut très bien dire, en ce moment j'ai la pêche, en ce moment je suis fatigué, mais en fait c'est pas si important que ça, parce que j'ai toujours un fond
comment je pourrais dire, il y a des vagues à la surface, mais le fond, il est bon. Il n'y a qu'à la surface qu'il y a des vagues, qu'il y a des creux ou des... Tu vois ? Et donc ça peut être quelque chose de vécu avec beaucoup moins de... voilà, il ne faut pas être entraîné par ce mouvement-là en profondeur. On peut y être comme ça, il y a des gens comme ça, bon, ils sourient, on dit oh, je suis crevé en ce moment, mais bon, c'est pas... Tu vois, etc. Donc là, je ne saurais pas dire, mais c'est clair que ces pratiques-là donnent une certaine équanimité physique et mentale en dépit des aléas de ce qu'on est obligé de faire des fois dans la vie, parce qu'on est tous à des moments, on n'a pas envie de se lever, et puis le manque de peau, on est obligé. Mais si on est complètement ballotté par ça et que ça nous déséquilibre et qu'on devient irascible tout le temps, ou, voilà, ça devient compliqué pour soi et pour tout le monde, quoi. Donc, c'est aussi l'intérêt d'être ancré dans ce genre quelles que soient les méthodes pour y arriver, mais de ne pas perdre ce centrage intérieur personnel de vue, de façon à ce que justement on puisse voilà, encaisser les variations, c'est rester roseau sans devenir chêne, quoi, hein, c'est important. Mais l'interaction, enfin il n'y a pas d'interaction particulière, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas la chimie qui doit... parce que je vois trop de gens qui justement pensent s'aider avec des traitements pour tenir telle chose, puis après ils sont scotchés parce qu'il y a des sevrages, des problèmes s'ils veulent arrêter, et là c'est compliqué. Après, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est normal que je continue de travailler à ce rythme, etc. Enfin, il n'y a qu'à voir tous les burn-out, tous les trucs. Enfin, question, est-ce qu'on a le choix ou pas? Enfin, c'est des questions plus vastes après. Mais dans tous les cas, rien ne devrait nous faire perdre cet équilibre, parce que c'est comme être déraciné après. Et là, c'est compliqué, parce qu'on n'a plus de réserve. Si vous voulez, c'est aussi une réserve, je vous disais, cette énergie qui est là. Il y a deux fatigues en médecine chinoise. Il y a la fatigue qu'on appelle de la rate et la fatigue des reins. La fatigue de la rate, c'est parce que c'est l'organe qui, disons symboliquement, parce qu'il n'y a pas que la rate là-dedans, il y a pancréas, intestin, machin, estomac, c'est le système organique qui nous permet de refabriquer de l'énergie en se nourrissant, en gros, et en se reposant. C'est-à-dire que, par exemple, vous travaillez la semaine, puis après vous avez le week-end, vous reposez, vous mangez un peu plus, machin, puis hop, vous repartez pour une semaine. C'est-à-dire que, voilà, on a tous dans la vie, là on va l'avoir à midi, vous voyez, des phases activité-repos. Activité-repos, activité-repos. Jour, nuit, enfin, etc. Et puis il y a le week-end, puis après vous savez, les petites fêtes, genre Pâques, machin, puis les grandes vacances, enfin voilà, puis la retraite. Donc on a toujours ces parallèles activité-repos qui doivent alterner d'une certaine façon. Si on considère que tout repos est du temps perdu, et qu'on tire tout le temps, alors là, ça va être un autre problème. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à la rate, c'est-à-dire on se dit, oh ben je tiens le coup. Par exemple, je peux ne pas manger. Je ne dis pas qu'il faut manger tout le temps, hein, parce que ça peut être bien de faire un jeûne aussi, mais ça dépend pour qui. Mais ce que je veux dire, c'est que si pendant trop longtemps on se dit, oh ben j'ai une vie compliquée, c'est fatigant, etc., mais je tiens le coup, ok, mais on tire sur les réserves, on tire sur les énergies fossiles. Et là, vous êtes en train de vider les nappes phréatiques, et là, le jour où vous pouvez plus, vous pouvez plus. Et ça, c'est la fatigue des reins. C'est-à-dire que là, cette énergie-là, elle est vraiment très faible, et là, la batterie, elle est à plat. C'est-à-dire que, même l'idée de faire quelque chose vous fatigue déjà, quoi. C'est-à-dire que le week-end, les vacances ne suffiront plus. Il vous faut une année sabbatique. Vous êtes vidé. Donc, en fait, il y a des gens, tant qu'ils tiennent le coup parce qu'ils ont un système de recharge apparent, ils pensent que ça va, et puis il y a un moment, ça va plus, parce que même, pourtant ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais justement, ils calculaient pas le temps qui passait et tout, et puis il y a un moment, ils ont vidé le truc, et là, du coup, ils ont bouffé les économies, en fait. Et dans cette zone de réserve d'énergie, il n'y a plus de tsing, il n'y a plus assez d'essence en réserve. Et à ce moment-là, ils n'y arrivent plus. Et il faut, effectivement, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de s'arrêter, là.
Donc, c'est intéressant de savoir faire des petites pauses dans sa vie de façon à ne pas avoir justement une grosse chute à un moment. Il y a différentes formes de fatigue. Et ce qui est insidieux, c'est que des fois, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on ne se repose pas assez. C'est comme les gens qui vont faire une indigestion d'un truc qu'ils aiment, quoi. Du coup, ouais. De tout un peu, on disait tout à l'heure. Deuxième cerveau, ouais. Alors, ouais, là, j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec cette expression, à la comprendre, je veux dire, parce que en médecine chinoise, chaque organe est dépositaire d'une activité psychique. Donc déjà, on a 5 cerveaux, si on peut dire. On a le cœur, le foie, rate pancréas, poumon, rein. D'autres organes travaillent pour ces organes-là. Ils sont dépositaires de toute une sphère émotionnelle, cognitive, etc. Il y a encore d'autres trucs. Il y a des niveaux de conscience. Et tout ça, c'est réparti dans l'ensemble du corps, avec le cœur qui joue un rôle un peu de chef d'orchestre. Les intestins sont des fous en chinois. Là, les 5 dont je vous parlais s'appellent des tsang, c'est des organes vitaux. On les retire, on est mort. L'intestin, on peut le couper, le remplacer, on est encore vivant. Le cerveau, on vous le retire, c'est pas possible non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que deuxième cerveau, oui, il se passe des choses au niveau de l'intestin, oui, si ça marche pas, ça va répercuter, mais comment je pourrais dire, on est dans une approche paradoxalement assez matérialiste en médecine occidentale. Donc déjà, on attribue au cerveau des tas de choses que je pense il faudrait les répartir un peu différemment. Et donc, deuxième cerveau, les intestins, je me pose aussi la question, ce qui pourrait être intéressant, tout le corps est intelligent. Chaque cellule du corps sait ce qu'elle a à faire. Mais il y a une chose, c'est que d'abord les intestins, il faudrait savoir lequel. On sait lequel quand ils disent deuxième cerveau, c'est quoi? C'est l'intestin grêle, le gros intestin? Ouais, mais du coup, c'est quoi? Intestin grêle ou gros intestin plutôt? Parce que le gros intestin, c'est un radiateur qui doit sécher les selles pour les expulser, mais je veux dire, son intelligence, enfin voilà, l'intestin grêle, c'est un peu différent parce que lui, vous savez, c'est comme les couches de l'alambic, comme les strates, c'est dans les villosités de l'intestin grêle que se transforme cette alchimie qui fait que ceci est mon sang. Donc, et ça, c'est sous le contrôle de la rate en médecine chinoise. Donc justement, ça a lieu dans les tuyaux de l'alambic, mais l'alambic n'est pas l'alchimiste. D'accord? De même que le cerveau n'est pas responsable du programme qu'on a mis dedans. Donc, en fait, on peut dire que c'est un deuxième cerveau parce que c'est un endroit où se produisent des choses et qui répercutent les choses, mais qui donne les ordres à ce qui se passe à cet endroit-là, c'est une autre question. Mais j'aurais tendance à penser que c'est plus l'intestin grêle qui mériterait en tout cas cette appellation que le gros intestin, qui est comme la vessie chargée de l'évacuation des déchets solides ou liquides. Et que bon, ok, il en faut, c'est bien, mais l'intestin grêle c'est un peu plus complexe, mais c'est simplement la continuité du système de transformation. Mais en fait, le problème c'est qu'en médecine chinoise, une fonction peut se passer à un endroit, alors que c'est pas là où ça se passe que l'ordre est donné. Ouais. Donc, du coup, c'est la différence entre la physiologie et l'anatomie. Donc, quelque chose d'intelligent peut se produire, de très intelligent peut se produire au niveau de l'intestin. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait le job, qui dirige. Qu'en est-il du nerf vague alors? Je ne sais pas. C'est vague pour moi. C'est quoi un nerf vague? Dis-moi. Non, Hein? Oui, on en parle, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, je ne sais pas. En fait, chez nous, on rattache, vous voyez, on parle d'énergie, on parle de méridien, par exemple, en médecine chinoise, de courant. Chez nous, on parle de nerfs.
Donc nous, on va faire des photos du fil électrique. Mais est-ce qu'il y a du jus dedans? C'est ça qui compte pour nous. Et puis des fois, il y a du courant qui passe, mais il n'y a pas de fil. Tu peux avoir un arc électrique, tu peux avoir, comment dire, il y a des éclairs. Donc en fait, l'énergie, c'est une chose, le courant, c'est une chose, le support physique du courant, c'est autre chose. Donc chez nous, encore une fois, on est matérialiste, on va dire, c'est le sympathique, le parasympathique, le nerf vague, c'est telle ou telle glande. Il faut toujours trouver un coupable visible. Mais en médecine chinoise, ça peut être une fonction qui est déréglée, d'ailleurs à cause peut-être d'une mésentente entre plusieurs organes, et donc c'est pas évident d'identifier. Toujours mon vieux professeur disait, vous pouvez prendre un soldat en photo, même armé jusqu'aux dents, mais la photo ne vous dit pas si c'est se battre. Donc le nerf vague, je ne sais pas ce qu'on lui prête comme truc, mais j'aurais tendance à dire, comme pour l'intestin, est-ce de sa faute? Mais ils sont tous là pour quelque chose, mais c'est des relais de certaines activités. Mais c'est comme des travailleurs, ils sont en train de faire un truc, ils ne savent pas trop, ils font leur job, mais ce n'est pas eux les architectes, quoi. Mais le problème, c'est que c'est aussi vague que le nerf, là, ce que je vais te dire comme réponse, c'est que, par exemple, il y a des gens, je ne sais pas, je suis obligé de prendre des exemples concrets. Il y a des gens, après manger, ils piquent du nez. Bon. Ben ouais, quand vous mangez, en fait, vous n'avez pas encore de l'énergie. Vous avez cette énergie qui doit chauffer pour permettre une transformation à l'intérieur du bol alimentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous envoyez des aliments en cuisine et le corps, il doit partir travailler en cuisine pour transformer ces aliments, pour fabriquer de l'énergie, du sang, des liquides organiques, etc. Donc en fait, vous demandez à votre organisme de travailler pour transformer ce que vous avez avalé. Donc dans un premier temps, manger fatigue. Parce que quand votre énergie file en cuisine pour transformer, vous ne l'avez pas pour faire autre chose. Or, le midi, par exemple, vous êtes en plein milieu de la journée, parce que vous voyez, ça ne fait pas ça le matin, ça ne fait pas forcément ça le soir. Il faut dire après on va se coucher, donc on s'en fout un peu plus. Mais le midi, vous êtes en plein dans l'activité. Si vous faites un repas un peu conséquent le midi, après, parce que, oui, c'est difficile de retourner au boulot ou de suivre quelque chose parce que on a une partie de notre énergie qui est occupée à faire autre chose. Oui. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, du fait que, oui, effectivement, il peut y avoir, ça peut être le signe d'un système digestif qui est un peu paresseux ou d'une personne qui mange un peu trop le midi alors que ce n'est pas indispensable par rapport à ce qu'elle a brûlé ou j'en sais rien. Après, il y a, par exemple, les émotions, c'est encore différent. Une personne, alors là, je ne veux pas rentrer sur tout un cours, mais si vous voulez, on a plusieurs organes, et si vous êtes stressé, par exemple, si vous exprimez une émotion, puis qu'après c'est fini, bon, vous n'y pensez plus, vous passez à autre chose, il n'y aura pas de problème digestif. Mais si vous gardez cette énergie, parce que, voilà, vous la gardez pour vous ne voulez pas la montrer ou compliquer les choses, cette charge d'énergie, vous avez remarqué, quelqu'un qui se met en colère, il devient tout rouge. Il peut faire un AVC. Quelqu'un qui a peur, il peut faire dans son froc. Une émotion, c'est puissant quand c'est fort. Donc si vous l'exprimez, l'énergie, elle sort. Mais si vous la gardez, ça bloque des fonctions à l'intérieur. Notamment celle du foie qui devrait exprimer justement, libérer l'énergie permettant l'émotion. Et quand le foie, il se congestionne, lui, il balance de l'acide dans l'estomac. Et l'estomac, il dit, bon, qu'est-ce qu'on mange ? Parce que lui, il reçoit de l'acide, il n'a pas envie de se faire un ulcère. Donc il y a des gens, quand ils sont stressés, ils ont des envies compulsives de manger. Et puis après, comme ils mangent, mais que ce n'est pas une vraie faim, la rate, elle dit, bon, je mets ça où, moi ? Puis hop, on prend du poids. Donc, bien sûr que tout ça marche ensemble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le problème chez nous, c'est qu'on saucissonne, parce que le gastro-entérologue, il n'est pas psy, etc. Donc c'est compliqué. Mais il y a des liens, évidemment. On est une personne. Et c'est un jeu de famille là-dedans. Mais je vous dis, ce qui est intéressant, c'est voilà, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, mais au moins de ne pas se laisser trop balloter par toutes les choses et d'avoir des pratiques, je reviens là-dessus, puisque c'est quand même l'objet du départ, d'avoir des pratiques qui nous centrent. C'est quand même c'est une première base. Après, oui, savoir que
ce qu'il est bon de faire ou d'éviter, c'est quand même pas plus mal non plus, mais c'est normalement, enfin, soit c'est de connaissances traditionnelles anciennes, les grands-mères savaient des choses, ou les grands-parents, et puis le médecin, normalement, il savait dire évite ci, fais ça, voilà, mais maintenant, c'est vrai que les médecins ne vous regardent plus trop, donc c'est de la télémédecine, ils ne regardent que des examens, ils ne regardent plus les gens, ils soignent les examens, pas les gens. C'est-à-dire que des fois, pour que les examens soient bons, il faut qu'on soit malade presque, enfin... Donc c'est compliqué maintenant, c'est plus compliqué, c'est vrai. Alors, Mingmen, disons que Tantien, c'est une expression qui vient de l'alchimie taoïste. Ça fait référence à une zone sur laquelle on peut se concentrer, qu'on peut travailler. Mais ce n'est pas fondamentalement différent de Mingmen, si ce n'est que Mingmen, est plus vu par rapport à cette notion de feu. Et bon, voilà, champ de synapse, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire, Mingmen, c'est l'emplacement du Yuan-Chi, et le Yuan-Chi, il est plus restreint dans son champ que le Tantien. Le Tantien, c'est la centrale nucléaire, Mingmen, c'est le cœur du réacteur. C'est la porte du feu qu'il ne faut pas ouvrir. Enfin, qu'on peut tonifier, qu'on peut régler, il y a des réglages, mais il y a un point qui s'appelle Mingmen. Mais devant, il y a Kuan Yuan, barrière de l'origine, la barrière où il y a le Yuan-Chi derrière, et tout ça, c'est la zone du Tantien. Et puis encore, on a dit, il y a plusieurs Tantiens, donc c'est vraiment, je pense, c'est des appellations qui font référence, voilà, on est sur un champ plus large pour le Tantien, qui peut être l'objet d'une pratique, comme vous allez le voir pour la suite. Mingmen, on est vraiment sur le côté plus médical, si j'ose dire, où il y a ce cœur de réacteur qui va être l'objet de diagnostic, mais moins de pratique à proprement parler. Disons. Si déjà on arrive à concentrer son esprit sur la zone, c'est déjà pas mal. Mingmen, c'est vraiment pongiforme presque. Petit cœur d'énergie situé entre les reins. Alors oui, il y a un autre point qui s'appelle Chihai, qui est donc le 6e point du Zhenmai, d'un vaisseau qui monte ici, et qui a 1,5 sur 5 entre l'ombilique et le pubis, là, donc juste voilà, sous l'ombilique. Et ce point, donc Chihai, ça veut dire Hai, c'est la mer du Chi, la mer de l'énergie, la mer, pas la maman, hein, l'océan. Donc en fait, ça fait référence au fait que c'est un point qui, quand on le fait en acupuncture, active l'énergie dans tout le foyer inférieur, dans toute cette zone. Donc il est très proche dans la conception de l'activité du Tantien. Après, quand on donne un nom de point, Mingmen, Kuan Yuan, Chihai, etc., on fait référence à des points avec des actions spécifiques. Quand on parle de Tantien, c'est la zone où tout ça agit. Le Chihai, lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt le côté circulant, tonifiant ou circulant, mais plus circulant. Celui d'en dessous, Kuan Yuan, c'est plus tonifiant ou réchauffant à la rigueur. Mais réchauffant, c'est plus Mingmen. Enfin voilà, ils ont chacun leur spécialisation, on va dire. Différents boutons sur la centrale nucléaire, quoi. Mais c'est... Après, le fait de visualiser, de mettre son énergie... Enfin, comment je pourrais dire ça ? Il y a deux choses différentes. Il y a la visualisation que vous faites qui vous met dans un certain état, et puis il y a l'effet produit par cette visualisation qui joue encore un autre rôle. Ça, c'est une chose, j'élargis pas uniquement à cette zone-là, mais si vous voulez, ces pratiques finalement de visualisation où on pense à des zones, où on met les mains sur des zones, etc., font vraiment partie de la médecine en Chine, parce que quand vous concentrez votre énergie quelque part, enfin votre pensée quelque part, vous concentrez comme une loupe, vous savez. Si vous concentrez les rayons du soleil, vous pouvez mettre le feu sur quelque chose. Ben là, ça fait pareil, ça peut avoir un effet loupe. Et c'est vraiment intéressant, mais c'est une arme à double tranchant, parce que si vous concentrez positivement quelque chose, ou
souplement quelque chose, ça peut avoir un effet bénéfique, mais souvent on le concentre avec inquiétude. Pourvu que je n'ai pas quelque chose là, vous voyez ce que je veux dire. Et l'inquiétude, c'est une émotion qui fige. Et donc ça favorise les stases. Et les stases, ça fait des tumeurs, des merdes, quoi. Donc chaque fois que vous avez des publicités à 2 balles qui disent attention, faites gaffe, il y a peut-être, en fait, ils fabriquent de la stase à coup d'inquiétude. C'est vraiment très bête cette façon d'inciter les gens à être prudents. C'est bien d'être prudent, mais il y a une façon d'être prudent. Et c'est pas en disant attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer, comme j'ai vu l'autre fois en allant. On voyait un penseur de Rodin comme ça, et puis il y avait vous êtes peut-être assis sur un cancer. Donc vous asseyez plus, quoi. Non, mais. Donc non, ça c'est pas bien de faire comme ça parce qu'on fabrique de l'inquiétude, et l'inquiétude est déjà une émotion qui concentre comme ça. Donc, mais par contre, la visualisation, ça peut être thérapeutique dans l'autre sens. On le retrouve dans des pratiques sophroniques ou hypnotiques, mais par exemple dans un ouvrage de 300 avant Jésus-Christ, le Nechi, c'est un échange entre l'empereur et son médecin. Et l'empereur, il dit je dois me rendre dans un village qui est ravagé par une épidémie, comment je fais pour survivre à l'épidémie, pour me renforcer? Et le médecin lui dit va chez Pfizer. Ah non, c'est pas ça. Non, il lui dit vous dirigez votre esprit à l'intérieur, vous partez, je ne sais plus de quel organe, mais par exemple vous partez justement d'ici, vous visualisez une étendue d'eau, ou je ne sais plus quoi, un feu. Enfin, après, vous montez, vous voyez un incendie, puis une forêt, ou je ne sais pas quoi. Enfin, non, c'est une forêt. Après, vous montez, vous voyez un incendie. Après, en fait, il fait visualiser les organes comme si c'était un paysage à l'intérieur du corps, et à chaque fois développer l'énergie correspondant à chaque organe. Puis après, il dit il faut visualiser je ne sais plus quelle étoile, puis vous traversez le village, vous n'aurez rien. Et en fait, il décrit une pratique de visualisation des différents organes qui permet en fait de booster temporairement la physiologie de la personne pour qu'elle puisse avoir des chances que ça ricoche s'il y a des virus par rapport à d'autres, quoi. Donc en fait, renforcer ses anticorps non sélectifs, si on le disait aujourd'hui, son chengqi, on dit en chinois, sa capacité immunitaire globale. Mais donc, oui, c'est aussi, on trouve ça dans les méthodes Coué, des choses comme ça, mais voilà, l'état d'esprit qu'on a par rapport à ce qu'on fait, c'est quelque chose d'important. Donc la visualisation, quand elle est associée à un exercice de façon positive, elle va avoir un effet tonifiant, un effet renforçant. Le tout, c'est de ne pas faire des visualisations anxieuses. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas le rôle des émotions de nourrir le Tantien, c'est plus l'attention, la concentration, mais ça, ce n'est pas une émotion. Les émotions, elles sont toutes bonnes, dans une certaine mesure. Même l'inquiétude est bonne. Ce que je veux dire, c'est que si on ne s'inquiète jamais, c'est inquiétant. Il faut, en fait, les différents organes produisent les différentes émotions. Et c'est comme les climats en médecine chinoise. Il faut bien qu'il pleuve dans chaque vie, disait Longfellow, je crois, un poète. Voilà, il y a des moments, c'est normal d'être triste. C'est bien d'être triste, c'est bien d'être joyeux, c'est bien d'être en colère, il faut se fâcher, là, c'est pas normal, etc. Le problème, c'est que normalement, après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que ces émotions doivent varier et on ne doit pas rester tout le temps sur la même émotion. Et puis en intensité, donc en durée et en intensité, voilà, il faut que ça tourne. Mais avec, généralement, l'émotion du cœur, puisque c'est l'empereur des organes qui est la bonne humeur, comme disait Hippocrate, la joie doit dominer. Mais c'est normal d'être un peu agacé par ça, triste par ça, pensif à cause de ça. Ça fait partie de la vie. Donc, faut surtout pas éviter d'avoir des émotions. Mais ce que je veux dire, c'est que aller scotcher une émotion sur une zone du corps, on ne devrait pas teinter une attention sur une zone d'une émotion, à mon avis. Ou alors celle du cœur, c'est-à-dire quelque chose de dire oui, parce que la joie, c'est une émotion dispersante, circulante. Elle produit un mouvement d'énergie sans le diriger de façon particulière. C'est une émotion, parce qu'elle est liée au feu en médecine chinoise, et le feu se propage. Vous voyez, par exemple, le rire, c'est un truc qui se propage facilement. Quand vous voyez quelqu'un qui rigole, ça vous donne envie de rire, voilà. Donc, c'est une bonne émotion. Donc, si on arrive, je dirais,
à observer avec bonne humeur son intérieur, c'est bien. Mais les autres émotions, elles n'ont pas trop leur place dans de la visualisation, à mon avis, faire passer. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on parlait là de Tantien, on parlait de méditation. Vous pouvez être assailli par des émotions pendant des pratiques d'attention, de Qigong, de méditation. Parce qu'en ce moment, vous êtes voilà, fatigué, énervé, triste, machin, ou de bonne humeur. Et ben, vous les regardez passer comme des nuages. Mais ça n'a pas d'impact, encore une fois, justement, ça fait partie de cette surface qui ne doit pas avoir d'impact sur le fond. C'est-à-dire qu'une séance se passe bien ou pas bien, que ça vous ait un peu énervé, ben, observez ce que ça a produit sur vous, mais ce n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste des nuages qui passent dans votre psyché, quoi. Il ne faut pas s'attacher à ces corps de souffrance, comme disait l'autre. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent il faut que je les maîtrise, il faut que je les fasse mûrir un peu comme une rougeole, tu vois. Non, parce qu'après on se retrouve brinque-ballé. Non, il ne faut juste pas leur donner plus d'importance qu'ils n'ont, il faut les voir pour ce qu'ils sont, les vivre si on est à les vivre. Par contre, voir s'ils savent s'arrêter quand même. Parce que si on rigole pendant 3 jours, il y a un problème quand même. Il ne faut pas chercher à, encore une fois, on parlait de sans but, sans objet, d'avoir une main mise sur tout ça, de se dire je dois maîtriser, contrôler. Parce que souvent les gens ils disent ça, je gère, je maîtrise, je contrôle, c'est-à-dire je bloque. Et quand ils bloquent l'énergie, ils ont des maladies après. Pas grave. Voilà. Après, si on voit qu'on se met toujours en colère, il faut consulter. Voilà. Parce que savoir pourquoi. Bon, je crois que je suis assez barré loin du sujet pour qu'on... Mais ben, merci.